Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Question à tous les deux. On va parler justement de la version contemporaine du People qui est effectivement le clic, Internet et réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux phénomènes qui vous concernent directement. Vous, mon cher Bruno, c'est la une avec Emmanuel Macron et son épouse, Paris Match, tous les records battus, si ma mémoire est bonne, ou les informations sont bonnes. Non, tous les numéros vendus, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Et vous écrivez toute la journée sur des sujets extrêmement sérieux. De temps en temps, vous vous permettez un anonymat et là, vous pulvérisez tout. Oui. Donc, alors, est-ce qu'on a basculé dans le ridicule ou est-ce qu'au contraire, on a basculé dans une certaine forme de nouveauté dont il faut tenir compte ? Déjà, c'est pas le même phénomène. Hein, non, mais Macron quand vous voyez l'ampleur, mais c'est l'évolution de la pipolisation de la vie. Oui. Et en même temps, quand vous voyez l'ampleur que ça prend, une affaire comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà. Qu'un rappeur mette une petite taloche à un chroniqueur déguisé qui s'est introduit dans sa loge pour l'instrumentaliser et faire de lui un objet de dérision, et vous voyez le type qui se rebelle, voilà, ça veut dire quelque chose. Moi, je l'ai traité comme ça. J'ai dit qu'en fait, parce que contrairement à ce que raconte... C'est le sommet du vide ou c'est de l'art contemporain ? Non, c'est de l'art contemporain. Non, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand vous voyez l'autre Bruno Gardin, c'est qu'est-ce que je vais voir quand vous voyez quantité de gens, voilà, qui se passionnent pour cette affaire. C'est là qu'on va se faire engueuler sur Radio Classique. C'est pas grave. Non, mais encore une fois, il va falloir que vous soyez argumenté. Non, mais je vais vous dire, il n'y a pas de mauvais sujet. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait du sujet. C'est pour ça qu'hier, je l'ai traité. Voilà. Dans les colonnes de Challenge. Qu'a fait Joe, voilà, challenge.fr, allez-y, très bon site. Avec de très bons éditorialistes, moi-même, Maurice Safran, tout ça, voilà. Bon, alors, non, mais ce qui est intéressant. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi n'est-ce pas, parce que mon analyse, ou l'air du vide, comme disait Lipovetsky. Voilà. C'est pas de l'air du vide. Voilà. Vous avez un type dont une émission de télévision qui est spécialisée dans le genre entend faire un objet de dérision. C'est pour ça qu'on envoie, moi je connais Cyril Hanouna par cœur, je sais très bien qu'il envoie Gilles Verdez dans la loge de Joe Star pour qu'il se passe quelque chose. Alors non seulement il se passe quelque chose, mais en plus, il y a un truc qui va au-delà de ce qui était prévu, c'est-à-dire que l'autre met une taloche. C'est-à-dire que symboliquement, il corrige l'enfant qui a commis la faute de trop. Voilà, c'est comme ça qu'Hanouna le vit, d'où la réaction forte d'Hanouna. Très bien. On est quand même assez loin du collège de France. Ça s'appelle du divertissement. C'est du divertissement, mais ce qui est intéressant, c'est que en faisant ça, ma théorie, et visiblement elle a été partagée par quelques 500 000 lecteurs hier, non 300 000, j'exagère un peu. Bon, c'est un geste de rébellion, c'est la télé du divertissement imposé, où on est tous transformés en marionnettes parce que des amuseurs ont décidé de se servir de nous. Donc ça va de Hanouna à Cyril Eldin du Grand Journal. Roger Petit, c'est Joe Star. Évidemment, mais bien sûr, c'est une rébellion. Il est pris dans ses contradictions parce qu'il travaille dans il travaille sur la même chaîne pour une émission qui n'a aucun rapport avec peut-être ses convictions. Oui, mais moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le geste de rébellion qui consiste à dire la télé de la dérision qu'on entend nous imposer en nous prenant en otage, ça suffit. Et c'est pour ça que ça fait sens. Je partage l'avis de Guillaume. Qui nous a fait un méandre extraordinaire pour réintroduire ces braves garçons dans un registre du Collège de France. C'est du divertissement et il faut le prendre comme tel. Alors ça intéresse peu ou pas. À mon avis, les quelques 2 millions de téléspectateurs qui regardent TPMP et 1,3 million d'auditeurs qui regardent Radio Classique n'ont rien à voir, ce sont deux mondes différents. Mais aujourd'hui, avec la magie des réseaux sociaux, on sait ce qui se passe dans un des univers et regardez, non mais c'est vrai, non mais il y a quand même beaucoup de journalistes politiques qui ont traité du dossier. J'en ai traité, Claude Escolovitch en a traité, Dominique de Montvalon a donné son avis. Donc vous voyez quand même, ça fait écho. Et donc sans ça, c'est intéressant. Est-ce que ce phénomène qui est celui justement d'une télévision liée aux réseaux sociaux, du buzz tout puissante, est le même phénomène qui s'est appliqué justement au succès de Paris Match? Alors, il n'y a aucun rapport. Tout le monde l'a compris, entre Emmanuel Macron et son épouse et Cyril Hanouna, Joe Star et Gilles Verdez, qui par ailleurs d'ailleurs a été biographe de Manuel Valls, si ma mémoire est bonne. Qui a même reçu le prix Edgar Faure du livre politique. Voilà, donc est-ce qu'on est pris dans un phénomène qui est similaire? Emmanuel Macron... C'est-à-dire la version numérique maintenant de la pipolisation. Emmanuel Macron intéresse, Emmanuel Macron fait vendre des magazines et a fait vendre Paris Match la semaine dernière parce qu'Emmanuel Macron émerge au milieu d'un champ de ruines. Les gens, et nous on a des lecteurs, des vrais lecteurs, ils sont très nombreux en province, donc c'est plutôt un bon signe pour Emmanuel Macron. Ils sont à la recherche de quelque chose de neuf, d'une parole nouvelle. Et Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, une partie de la gauche ne l'aime pas, une partie de la droite l'aime, Emmanuel Macron suscite
de l'intérêt, et donc... Vous voulez que je vous lise l'éditorial ? Et donc, je pense que un journal comme Paris Match, je vois pas pourquoi on ne s'intéresserait pas à Emmanuel Macron, mais pas seulement... Non, mais il y a eu beaucoup de commentaires ironiques sur cette une. Je trouve qu'en plus, Emmanuel Macron, quelqu'un a une histoire particulière. C'est un couple qui surgit comme ça dans l'univers politique, et du coup, ça vaut vraiment... Rémi Godot, éditorialiste de l'Opinion. Le voici, je le lis ce matin. Donc, il n'est pas franchement un journal de gauche, plutôt un journal libéral. Oui. À milieu des Comme marchands de déclin ou de journal. lendemain qui chantent, Macron ne vend pas un pays imaginaire immobile, mais une France ancrée dans le futur. Il explique encore et toujours pourquoi, avec la fin de la progression sociale au sein de l'entreprise, le défi majeur de la protection de l'individu, c'est la formation, pas le CDI. Donc, ça devient le héros de la droite libérale. Enfin, et surtout, pas la droite, disons, et surtout de manière consciente ou inconsciente, les Français comprennent que Macron leur parle du monde qui vient, pas du XXe siècle, c'est-à-dire l'économie 3.0, l'ubérisation de l'économie, l'évolution du monde du travail tel qu'il va apparaître dans les 10 ans qui viennent. Ce serait le Strauss-Kahn d'aujourd'hui, moins le sexe. En tous les cas, écoutez, Emmanuel Macron, je pense que ça, c'est une partie de son succès. Et les gens le sentent bien. Les gens sentent bien que ce qu'il dit, c'est ce qui les attend. C'est pas ce que racontent les frondeurs depuis 4 ans. Pourquoi vous avez toujours dit que c'était une bulle qui allait exploser, Emmanuel Macron, et qui n'avait aucun sens? Ah non, mais alors moi, je vais vous dire, sur l'analyse, je rejoins tout ce que vient de dire Bruno. J'ai aucun souci avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il incarne aujourd'hui quelque chose de nouveau, et sur un champ de ruines, comme le dit très bien vous avez des enfants. Bruno Jeudi. Oui, mais ils sont très Macron, mes enfants. Simplement, mes enfants, ils sont aussi bien formés par papa, et donc ils savent ce que c'est qu'un rapport de force politique. Donc, vous avez parlé de DSK. J'aurais pu aussi vous parler de Michel Rocard. C'est-à-dire qu'on est confronté au même phénomène. C'est-à-dire quelqu'un qui parle, s'appelait à tout le monde, une partie de la gauche, une partie de la droite, et puis il y a un moment où vous allez avoir le rendez-vous de vérité qui sera le rapport de force politique. Moi, je sais que dans la stratégie de Macron, il y a l'idée qu'il faut sortir du gouvernement à un moment ou un autre d'ici septembre. Très bien. Et le roi sera nu. Le roi sera nu. Parce qu'encore une fois, il y a un moment où on va se poser la question de comment on peut être candidat. Est-ce qu'on est candidat contre François Hollande s'il l'est? Alors je sais bien, vous allez me dire, oui, mais François Hollande sera dans une telle situation qu'il ne sera pas candidat. Ça se dégrade rapidement, voilà, quand même, Bruno. Très bien. Non, mais j'admets, j'entends. François Hollande peut ne pas être candidat. Mais comment Macron peut-il être candidat? Il va à une primaire du Parti Socialiste? Zéro chance. Il va à une primaire de la gauche en général? Zéro chance. Donc il va directement à l'élection présidentielle. Qui lui donnera les 500 signatures? Vous voyez, on en revient toujours là. Oui, mais non, mais Guillaume, on en revient toujours là. Oui. C'est comme Mélenchon qui est aujourd'hui au sommet des sondages. Et je vous dis la même chose. Mélenchon aujourd'hui, bien que figurant parmi les personnalités conscientes pour une présidentielle, ne peut pas être candidat. Il n'a pas les 500 plus signatures. Les primaires, on le voit aux États-Unis, on l'a connu, je vous l'ai déjà dit il y a je ne sais pas combien de temps, avec Clinton qui était un inconnu parfait, ou avec Trump au début de la campagne. C'est le modèle américain, Guillaume. C'est pas la même structure. Mais non, on n'y est pas. Mais non, on n'y est pas. La primaire socialiste, 2 millions d'électeurs, vous savez qui est venu voter? Ce sont tous ceux qui sont concernés par la militance à gauche, c'est-à-dire les membres du Parti Socialiste, les anciens membres du Parti Socialiste, même là, les sympathisants actifs. 2,8 millions, je suis pas sûr que ce soit que des militants socialistes. Alors, je vais donner une information. Vous savez, à chaque vague d'adhésion au Parti Socialiste, quand il se passe un événement, vous avez 90% de ces gens qui, l'année suivante, ne sont plus membres du Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 3 à 4 millions d'anciens membres du Parti Socialiste depuis le début, depuis 2002, qui sont dans ce pays. C'est une élection de clientèle, la primaire. Personne ne l'imaginait, personne n'en voulait. Et le Parti républicain, pas la même culture, Guillaume, encore une fois. Les commentateurs américains ironisaient sur le peu de chances de Donald Trump d'être candidat. Mais ce n'est pas la même culture et c'est pas la même mobilisation. C'est une clientèle que vous devez mobiliser en France. Et on verra aussi ce que ça donnera au moment de la primaire Les Républicains. Maintenant, nous allons parler de l'éternité après avoir parlé effectivement du monde contemporain, la reine d'Angleterre. Alors là, c'est exactement le contraire de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire dans le temps très long. Le temps extrêmement long, 90 ans, l'Angleterre, et une Angleterre multiple, parce que c'est une Angleterre qui est à la fois traditionnelle, la monarchie, qui est une Angleterre qui est parfois à gauche, qui a connu Margaret Thatcher, qui a connu le triomphe de Tony Blair, qui a lancé beaucoup de choses en Europe, à commencer par des choses non négligeables sur le plan culturel qui ont marqué des générations, le rock'n'roll, les Beatles, etc., etc. Qu'est-ce que ça signifie
pour nous, alors qu'ils sont peut-être en train de nous faire une sorte de bras d'honneur. En tout cas, c'est possible le 23 juin prochain. C'est exactement ce à quoi je voulais en venir. À mon avis, cette Angleterre-là se prépare peut-être des moments très difficiles avec le Brexit et la sortie. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une possibilité, que Cameron est affaibli et que Obama vient des États-Unis spécialement pour essayer. Oui, non, mais là il y a le feu. Là il y a le feu. Les Européens regardent ça d'assez loin. Alors il y a que les Français quasiment. Je crois qu'il y a une étude qui montre qu'il y a que les Français qui croient que ça va arriver. Les autres pays européens ne le croient pas. Or, à mon avis, ça va secouer en Angleterre et peut-être qu'ils auront besoin de leur reine, la reine de l'éternité pour. Elle ne dira jamais rien. Elle n'a jamais rien dit. C'est pas demain matin. Elle ne dira jamais rien, mais dans les moments de crise, ce peuple trouve ses ressources les plus profondes auprès de sa monarchie. Pourquoi les Français adorent la reine? Pourquoi les Français finalement ont une sorte de binationalité depuis le début? Je parle des gens qui ont aujourd'hui entre 30 et maintenant 70 ans. Nous sommes tous plus ou moins quelque part anglais. Je ne sais sport, pas. par exemple, la musique, par exemple, la tradition, par exemple. Quand on aime le football, on regrette de ne pas habiter Londres et d'avoir le choix entre Tottenham, Arsenal, Chelsea, clubs, voilà. en même les Queen's Park Rangers qui sont un très beau club, etc. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh ben, franchement, regardez le film de Stephen Frears, The Queen, qui est consacré au rapport qu'elle avait entretenu avec Tony Blair, parce que c'est un film formidable. Et surtout, il y a toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur qui est vraiment cette femme qui n'est qu'une incarnation et dont on ne sait rien, ni de ce qu'elle pense, ni de ce qu'elle vit, ni quelle est sa culture, ni quel est sa rapport à la réalité des choses. Je pense que c'est assez caricatural de dire, par exemple, comme dans l'Obs de cette semaine, que dans l'ordre, elle aime les chiens, les courses, son mari et sa famille. Je pense que c'est caricatural. Je pense que justement la réponse, elle est dans le film de Stephen Frears. Parce que par exemple, pendant très longtemps, on avait ce lien entre l'Aquitaine. Nous, on a eu De Gaulle, et puis aujourd'hui, on a eu Nicolas Sarkozy et François Hollande, et on voit bien que dans le rapport à l'histoire que peut porter une figure, nous avons perdu quelque chose. Il faut quand même se souvenir que Elisabeth II, elle a eu comme Premier ministre, pour vous donner quand même, Winston Churchill. Ouais. Donc, elle porte ça. Donc c'est la gloire aujourd'hui. Oui, c'est l'histoire et la gloire. C'est la gloire de l'Europe avec la victoire. C'est la dernière du genre. Enfin, vous imaginez, elle a connu Staline, elle a connu Vincent Auriol. Enfin bon, elle est dans ce rapport-là à l'histoire. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, par exemple, concernant quand on descend les Champs-Élysées pour les touristes. Vous savez, au rond-point des Champs-Élysées, il y a ces deux sculptures qui sont effectivement Churchill et De Gaulle. Voilà, Churchill et De Gaulle. Donc on a l'impression qu'en fait, il y a chez les Français, y compris d'ailleurs. Ceux qui sont les plus à gauche quand même, cette culpabilité à l'égard de l'Angleterre, c'est qu'ils sont un peu nos défenseurs, parce qu'ils nous ont sauvés à des moments. Ils nous ont à la fois combattus terriblement, Trafalgar, et en même temps totalement sauvés du nazisme. Oui, mais merci le Kébir. On adore les détester et on les admire, comme vous le disiez, c'est-à-dire à travers leur culture. Il y a plus de liens culturels entre la France et l'Angleterre qu'entre la France et l'Allemagne, par exemple. À l'exception de Luc Ferry, qui a fait ses études essentiellement en Allemagne, il connaît bien la philosophie allemande, mais la culture populaire anglaise est devenue la culture mondiale. Évidemment, mais en même temps, les Français ne sont pas mécontents quand il arrive des malheurs aux Anglais, parce qu'en même temps, c'est de l'autre côté de la Manche, et on se dit, tiens, ils sont bien dans la mouise pour l'instant, et on voit bien que la façon dont on est en train d'observer ce qui se passe en Angleterre par rapport à cette question majeure du Brexit, hors notre Brexit, est intéressante, parce que les Français, ils sont presque à deux doigts de se dire finalement qu'ils essaient, on va voir. Voilà, et Boris Johnson, le maire de Londres, c'est un peuple qui nous a toujours humiliés. Oui, ça c'est le point de vue du footballeur, c'est normal, le PSG, il l'a en travers de la gorge Manchester City. Allez, c'est surtout Laurent Blanc que j'ai en travers de la gorge. Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique, c'est une journée anglaise en hommage à la reine et ses 90 ans. 8h56.